en 8e. On se donne rendez-vous en 8e. Ouais. On a l'éléphant dans la pièce. On n'a pas parlé du Sénégal. Ouais, c'est vrai. Genre, on va passer 1 heure à parler sans parler du Sénégal. C'est un peu comme à Roland Garros, cours numéro 18. C'est le mec qui fait des ronds. C'est le mec qui fait des ronds, etc. T'es sur la bâche, tu dois prendre ton revers. Tu vois, il t'emmène dans un match frustrant où tu veux prendre un rouge. À la 60e, tu prends le rouge, quoi, tu vois. C'est l'équipe, le pays organisateur le plus attendu de l'histoire de la CAN pour 2 raisons. Parce que jamais une équipe africaine jusqu'à présent n'était allée en demi-finale d'une Coupe du Monde et le Maroc l'a fait. Donc... Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais bienvenue dans l'Afrikick Media, votre média de foot et pas n'importe lequel, de foot 100% africain. Je tiens à vous remercier, vous tous, parce que voilà, c'est la première émission, vous êtes déplacés, vous êtes donné de votre temps, donc ça me fait plaisir. Mais là, on va commencer sur la guerre. Là, ça va être la guerre. Là, j'attends de vous vraiment des positions. On se cache pas. On ne se cache pas. On sort du bois. On sort du bois. On va commencer par la première question, une question qui est pour moi nécessaire pour ce débat. Est-ce que pour vous, le Maroc peut organiser la plus belle CAN de l'histoire ? La plus belle CAN de l'histoire. Honneur aux Marocains du plateau. C'est vaste. Est-ce que le Maroc peut organiser la plus belle CAN de l'histoire ? Je ne sais pas si on peut organiser si on peut organiser la plus belle CAN de l'histoire. Par contre, les moyens ont été mis. Et ça, il n'y a rien à dire, tu vois. C'est d'ailleurs quelque chose qui a même crispé un peu au pays où, des fois, certaines populations, certaines contestations, tu vois, notamment sociales, mettaient en avant le fait qu'il y avait trop d'emphase sur le football, trop d'investissements mis sur le football, peut-être au détriment de certaines autres causes sociétales peut-être plus importantes. Maintenant qu'on a dit ça, vu les moyens mis, vu les nouveaux stades flambant neufs, vu la pression mise sur cette CAN, surtout avec le raté de 2015, je pense qu'il y aura l'envie de réussir quelque chose de grand. J'ai regardé certaines statistiques, c'est l'une des CAN où genre il y a eu le plus de demandes au niveau des chaînes dans le monde, au niveau des flux, ce sera une qualité image peut-être supérieure à ce qu'on a eu l'habitude de connaître dans les CAN précédentes. J'ai vu qu'il y a des moyens de production qu'on a connus peut-être sur des plus gros tournois comme par exemple la Coupe du Monde, etc., qui ont été mis en place également, des hélicos, des machins, des trucs. Donc globalement sur le papier, je te dirais que tous les éléments sont là pour que ce soit une grande CAN. Après à la fin, pour que ce soit une grande CAN, il y a un élément qui est intangible et qu'on ne peut pas contrôler. C'est le sport. Le jeu. C'est le sport, c'est le jeu. C'est les joueurs. Si les matchs c'est des purges, s'il se passe pas grand chose, si pour une raison X ou Y. Même sur une belle pelouse, une purge reste une purge. Exactement, Patrick. T'as totalement compris. Même dans un beau stade. Tu peux avoir une très belle production, les meilleures caméras, une introduction, comment ça s'appelle, genre des entrées de joueurs travaillées, un stade joli. La CAN appartient aux acteurs. C'est ça. Voilà. Exactement. Si le spectacle sur le terrain n'est pas au niveau... Mais en fait, je pense que malgré tout, comme dit Zach, le Maroc s'est donné les moyens pour que ce soit la plus belle de l'histoire. Ensuite, les instances, et notamment la CAF, après chaque CAN, dit c'était la plus belle de l'histoire. Même après celle de l'Angola en 2010, ils l'ont dit. Donc, je pense que ça sera dit de toute façon. Après, il y a autre chose, c'est que c'est la première fois qu'une CAN a lieu en format Coupe du Monde. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les équipes jouaient tous leurs matchs de poule dans le même stade, sauf éventuellement le 3e, en raison de la règle des 2 matchs qui ne peuvent pas se jouer, qui doivent se jouer à la même heure. Maintenant, ça va être une CAN en format Coupe du Monde. Donc, pour le Maroc, c'est aussi un test et une vitrine pour montrer la capacité du pays à être largement au niveau de la future Coupe du Monde co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. Donc ça, à ce niveau-là, cette CAN-là, elle sera hors norme, quoi qu'il arrive. Alors, effectivement, je reviens sur ton dernier point et je suis d'accord. La beauté, disons, l'héritage de cette CAN appartient aux joueurs et elle ne sera belle que grâce à eux. Et surtout, ils ont une grosse concurrence parce que sur le plan sportif, la dernière, c'était quand même une compétition Netflix avec la Côte d'Ivoire qui est éliminée après la Guinée équatoriale et qui derrière la remporte avec un changement de coach. La résurrection. Ça, je pense que même les plus grands
Le scénar était dingue. Le scénar, il est pas reproduisable. Donc ça va être compliqué. Maintenant, là où je rejoins Zach, c'est que moi j'ai très peu de doutes sur ce qui va se passer autour, sur les moyens mis, sur la qualité hôtelière pour recevoir. Parce que ça, faut en parler. Ah bah oui, les équipes, elles ont été accueillies, mais de manière extraordinaire. Et on sait très bien qu'aujourd'hui le Maroc est en avance sur le continent africain et que les moyens qu'ils ont par rapport à ce qu'on a connu et même aujourd'hui par rapport à l'avancée du continent, je vois pas comment en fait on pourrait aller les chercher là-dessus. Maintenant, la CAN en elle-même, c'est global, global, et le sport, les stars, les rebondissements, la qualité de jeu, la qualité des collectifs, c'est aussi ce qui va laisser une empreinte forte de cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le Maroc va la gagner ou pas? Comment ils vont se faire sortir? Est-ce qu'un favori va aller au bout? Est-ce qu'il y aura de l'émergence de nouvelles stars? Est-ce que les stars vieillissantes qui vont terminer leur cycle, les légendes qu'on a eues, comment ils vont terminer? Donc il y aura plein d'histoires à raconter à la fin de la compétition, mais en tout cas moi, quand j'avais vu la CAN au Maroc en 2025, après celle de la Côte d'Ivoire, ou même médiatiquement, je crois que la BBC la met en gratuit. Il y a plus de 54 pays. Plus de 54 pays qui vont la diffuser. Tu sens qu'il y a un vrai... Moi, je travaille à RMC, on se déplace, il y a un vrai engouement autour de la Coupe d'Afrique des Nations, et j'ai l'impression que ça peut switcher. Parce que pour moi, c'est la troisième compétition internationale de sélection derrière l'Euro et la Coupe du Monde. Et elle doit s'affirmer en tant que... derrière l'Euro ? Non, devant la Copa. Devant la Copa. C'est-à-dire qu'elle est derrière l'Euro et derrière la Coupe du Monde, et elle doit s'affirmer en tant que telle. Et je pense que tout est réuni sur cette compétition. Après, moi, j'aimerais bien revenir sur... Malgré le manque de respect de la FIFA et de certains clubs. Bien sûr. Sur aussi la CAN qui avait été mise en avant, celle en Côte d'Ivoire, où vraiment les standards, ils ont vraiment augmenté. Mais là, je trouve, avec le Maroc, on touche les plafonds. Quand j'entends dire que par M. Véron, le directeur général de la CAF, qui dit que c'est la CAN de tous les records, où il y a plus d'une trentaine de sponsors, contrairement à celle en Côte d'Ivoire, on avait eu 18, je me dis que là, sur l'engouement, on est quand même sur... Mais parce qu'il y a eu des images qui ont découlé de la victoire de la Côte d'Ivoire à la dernière CAN, assez dingue. Et même, je pense que les créateurs de contenu, tout l'aspect digital, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on imagine qu'au Maroc, il va avoir un élan et que ça va se reproduire. Donc tout le monde devra y être, tout le monde a envie d'y être, et je suis pas étonné que les sponsors se soient engouffrés dans cette compétition, et c'est une bonne chose. Après, moi, je pense que pour avoir possiblement la plus belle CAN, il faut aussi des stars. Et je dirais que c'est un peu le bémol sur cette CAN-là. En termes de stars, je ne sais pas qui vous voyez, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de stars. Quand même. Il y a, déjà, Walid l'a dit en un mot, il y a des stars qui vont faire leur dernier baroud d'honneur. On peut penser à Mané, Mahrez, Aubameyang, peut-être Salah, encore qu'il est un peu plus jeune. Ouais, mais il peut faire la dernière. Et donc ça, déjà, il va falloir les suivre, parce que l'orgueil du champion, même s'ils sont pas chacun n'est pas au mieux dans sa carrière, mais l'orgueil du champion, on peut les amener à un peu être en mission avec leur équipe nationale et apporter quelque chose de grand. Notamment Mahrez et Mané, où il y a beaucoup de débats dans leurs pays respectifs. Voilà. Hakimi, lui, il est plus dans la force de l'âge, donc il n'est pas fini. Ça sera, quoi qu'il arrive, pas sa dernière. Mais lui aussi, malgré tout, il incarne... c'est le joueur africain de l'année, c'est la star du moment. C'est le joueur africain le plus lancé du moment. Et puis, il y a quand même Victor Osimhen, qui a été piqué de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde malgré le recours ridicule du Nigeria contre la RDC. Personnellement. Je suis congolais, donc... Voilà. Mais il y a une histoire avec la CAN, je crois que c'est 1 ou 2 buts sur son bilan. Et c'était très paradoxal, parce qu'à la dernière CAN, il a vraiment été le leader de cette équipe du Nigeria qui allait en finale et qui jouait, sauf mon respect pour les Ivoiriens, sans doute le meilleur football, mais qui a été battu en finale en étant un peu court physiquement. Mais globalement, il a servi au collectif, mais il n'a pas été buteur. C'est ça, mais il a joué un rôle, et donc il faut le suivre aussi. Donc pas de star, n'exagérons pas. Et puis surtout, à la CAN, on a perdu qui comme star depuis 2024? Non, mais genre elles sont toutes présentes, certains moins en forme, certains plus âgés, mais il y a quand je vois Hakimi blessé, moi j'ai peur pour la compétition. Le Ghana, donc Kudus, qui pouvait être une star, n'est pas là. Et la Guinée, alors que c'est pas une équipe star, mais il y a Guirassy qui est un des meilleurs buteurs africains, n'est pas là. Mais c'est des petits bémols, ça. Pour moi, de toute façon, à la CAN, les stars, elles se révèlent sur le moment. Qui connaissait Sunday Mba avant la CAN 2013 ? Il s'est avéré être la star de ce tournoi, même si c'était une mèche courte et qu'il n'a pas duré après. Mais
Il a fini même au CA Bastia, donc bon, c'était pas très glorieux par rapport à ce qu'il avait fait à la CAN, mais voilà, c'est un joueur qui avait marqué. Puis Trois-Pas avait été une star d'une CAN, la même d'ailleurs. 2013, Voilà. C'est ça avec le De toute façon, les tournois créent les stars. Comme tu vois, les Bravo, les Ochoa, tu vois, les différents. Caristéas à l'Euro, c'était une star d'un Euro. Sur la dernière, on avait une Sué qui a été meilleur buteur. Il y avait Mabouloulou avec l'Angola aussi, etc. Donc, même on n'a pas eu du Nigeria, Troustekong, etc. Exactement. Mais après, il y a aussi un renouvellement de génération. Au Maroc, on attend beaucoup Brahim Diaz, qui doit porter l'attaque du Maroc. Il a vraiment été dragué longtemps. Ça a été une fierté nationale de le subtiliser à l'Espagne. Donc maintenant, il a aussi de la pression sur lui. C'est un enjeu énorme. Du côté de l'Algérie, il y a Amoura qui a été meilleur buteur des qualifications, qui est aujourd'hui à Wolfsburg. T'as Ibrahim Maza qui va peut-être subtiliser la place d'Aouar au fur et à mesure de la compétition qui est au Bayer Leverkusen. Maradona. Il y a aussi une nouvelle génération, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr. Il y a des joueurs qui doivent arriver en deuxième lame et qui doivent devenir. C'est quand Mané arrive, quand Salah arrive, quand Mahrez arrive, ils se construisent en tant que stars avec leur club, mais aussi avec ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit sur le continent. Donc, puis il y a des jeunes, il y a des rookies, des joueurs qui vont jouer leur première CAN, et je pense à Yann Diomandé par exemple, de Leipzig, qui est un super joueur, début de saison de Tarté, qui a un dribbleur incroyable et qui lui peut être vraiment une des sensations, un des joueurs frissons de cette CAN. Donc il y a vraiment à mon avis de quoi se rajouter Sangaré de Lens du côté du Mali, qui est extraordinaire en ce moment. Lens n'a perdu qu'un joueur, mais quel joueur? Exactement. Mais donc on croit à cette nouvelle génération qui doit s'affirmer, quoi. Et puis il y en a que personne n'a cité, auxquels on ne pense pas encore, mais qui vont se révéler. Exactement. Comme à toutes les CAN. Bien sûr. Après, moi, Khanous, on a parlé de Brahim Diaz, moi, c'est Khanous que j'attends. Moi, j'aime beaucoup Saïbari. Oui, aussi. Même si on les avait déjà un peu vus. Oui, mais en équipe nationale, c'est encore bien sûr. Pas des titulaires. Ils doivent prendre ils doivent percer. De l'épaisseur. Après, moi, j'aimerais revenir aussi sur nos stars qui sont en Arabie Saoudite. Tiens, j'en ai oublié une, Brian Mbeumo avec le Cameroun. Qui pour moi a tout de la star africaine. Là, surtout, il va se retrouver seul. Le problème de Mbeumo, il faut qu'il s'affirme. Bien sûr. Mais c'est le moment. Il y a le petit Kofané là qui fait des très bonnes choses avec le Bayer Leverkusen en numéro 9. T'as Eyong là qui est à Levante, qui était à Villarreal. Ça, pour moi, Mbeumo, joueur de Manchester United, 70 millions d'euros. Un Wissa aussi qui est à Newcastle. Il est pas à la CAN, mais on l'attendait. Ce type de pour moi, ce type de joueur intermédiaire qui arrive à maturité, parce qu'il y a les jeunes joueurs de 19-20 ans, mais eux, ils sont un peu plus âgés et ils doivent vraiment tirer leur collectif vers le haut. Marmouche avec l'Égypte. Exactement, Marmouche. Lui aussi n'a pas encore fait une CAN de référence par rapport à ses stats en club, et là, peut-être c'est l'occasion. Même s'il n'est pas au mieux. Surtout que Marmouche s'est exprimé. Il dit qu'il a la meilleure équipe d'Afrique. Il va falloir le prouver, ça. L'Égypte le dit à peu près avant chaque CAN. Mais ceci dit, on se rappelle de l'Égypte de chez Atta qui avait fait les trois à la suite. 2006, 2008, 2010. On se dit que c'est moins bien maintenant, mais l'Égypte a fait 2 finales quand même lors des 8 dernières années. 2017 et 2021 contre le Sénégal. Et ils se font sortir contre la RDC sans Emma Machour qui est leur vrai créateur au milieu de terrain, sans Marmouche et sans Mohamed Salah. Et ils sortent au tir au but. Donc attention à l'Égypte. Moi, ils arrivent cachés, mais on va y venir. Tu vas trop vite. Ils ont toujours un bon gardien en plus, l'Égypte. Mais je voulais revenir moi sur aussi le niveau des joueurs qui sont en Arabie Saoudite. Toi, vu que tu peux voir très souvent un Sadio Mané, un Riyad Mahrez, est-ce que tu penses qu'ils vont arriver en forme? Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir mener encore leur équipe au titre, au sacre? Ça va dépendre de qui on parle. Parce qu'en fait, on peut pas faire une généralisation les joueurs qui jouent en Arabie. Parce qu'en fait, les joueurs qui jouent en Arabie, c'est vaste. T'en as, ils jouent en Arabie plutôt un peu fin de carrière. T'en as, ils sont toujours à un niveau de forme très élevé et de performance très élevé. Donc, par exemple, tu vois, genre, je les commande beaucoup, donc j'ai l'avantage. Un Edouard Mendy, trop fort. Edouard Mendy, il y a encore quelques semaines, il est face à Al Ittihad, il fait l'arrêt à la 94e minute pour maintenir le 1-0 dans le derby de Jeddah. Genre, l'arrêt, c'est un arrêt Edouard Mendy-Chelsea. Genre, tu le vois, tu te dis, ok, là, et d'ailleurs, il vient de prolonger. Toujours là, donc, lui, tu me demandes si lui, il peut faire gagner le Sénégal, je vais te dire oui. Donc, oui. Après, maintenant, tu me parles d'un Riyad. Par exemple, Riyad, dans ce même match, il est buteur.
Donc Riyad Mahrez, il a aussi toujours son importance à Al Ahly. Après, je sais que Riyad Mahrez, il va jouer maintenant dans un registre, je vais pas te mentir, avec une intensité plus modérée par rapport à ce qu'on lui a connu. C'est pas une insulte de le dire, tu vois. Après, ça pose un problème sur son positionnement, parce qu'il continue d'être aligné comme ailier droit. Comme ailier droit, oui. Mais il a plus le coffre pour faire ça. Est-ce que Petkovic surtout qu'il y a un joueur à sa place qui peut et qui doit... Moussa qui lui pète le feu. Et donc, est-ce que Petkovic va faire comme a fait Paptiao avec Mané, c'est-à-dire recentrer, réaxer Mahrez pour laisser la place à un ailier plus saignant? On l'espère pour l'Algérie. Vu le conservatisme du bonhomme, Petkovic, j'en suis pas sûr, mais on verra. Mais Mané, c'est intéressant parce que Mané à Al Nassr aussi, il a été de plus en plus recentré. Et oui, ça correspond à l'évolution de. Moi, je trouve que ça marche mieux. De son rendement, en fait. Il peut plus répéter des efforts côté gauche comme à Liverpool, mais il peut encore rendre des services dans l'axe. Donc c'est intelligent de la part de ses entraîneurs. C'est qui fait beaucoup d'appels à gauche à Al Nassr? C'est Angelo, l'ancien de Strasbourg, tu vois. Donc globalement, ils ont trouvé une espèce d'animation qui fonctionne. Donc en vrai, ça dépend de qui on parle. Tu vois, par exemple, Riyad Mahrez, est-ce qu'il peut porter l'Algérie? Dans les pieds, il l'a. Dans les faits, c'est peut-être pas ce qu'on attend le plus de lui. Et d'où me vient la question, oui. Surtout parce que moi, j'ai beaucoup d'amis algériens. Ils me parlent que de Mahrez. Ils me disent Mahrez, il n'a plus le niveau. Mahrez ne doit plus faire partie de la sélection. Moi, je trouve qu'ils sont durs. Parce qu'un joueur comme Mahrez, à tout moment, il te fait la passe décisive. Mais dire qu'il faudrait qu'il aille sur le banc... Le gros problème de Riyad, c'est qu'en fait, tu sors de 2 trahisons, en fait. Sur les 2 dernières CAN, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout fait pour être tu penses que c'est dû à lui 100%? Vraiment non, mais bien évidemment que c'est pas lui le seul responsable, mais à partir du moment où en 2019 il t'a fait autant rêver et que derrière on a deux éliminations, 4e place en poule. Zéro victoire, alors que t'as le Sierra Leone, t'as la Mauritanie, t'as quand même des Dites à Jamel Belmadi de se préparer. Exactement, c'est quand même des cauchemars, c'est des cauchemars à répétition, quoi. Et donc là, Riyad Mahrez, en plus il y a la nouvelle génération qui pousse, t'as Hadj Moussa qui fait des très belles choses avec Feyenoord. Quand il a joué il a très très peu joué, mais quand on lui a donné l'opportunité, notamment sur le dernier match au Qatar contre l'Arabie Saoudite, il a été très bon. Ça a été brillant avec un Mahrez un peu recentré. Exactement. Donc est-ce que Mahrez dans un nouveau rôle, parce qu'il va être quand même important, mais quel Mahrez tu vas avoir? J'ose espérer que Mahrez qu'il soit un peu challengé dans son ego pour avoir une très très belle sortie, parce que c'est une légende du pays et c'est une légende de tout ce qu'il a réalisé sur le continent africain. Mais oui, ça va être en tout cas le gros point d'interrogation autour de la gestion de Petkovic sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, tout de suite, on peut se dire qu'il y a tous les éléments pour qu'on ait la meilleure CAN de l'histoire. Sur le papier, on le souhaite. Le terrain répondra pour nous. Ouais. Absolument. Et puis c'est une CAN à 24. Il y a toujours plus de surprises puisqu'il y a 4 meilleurs troisièmes qui passent. Donc on peut avoir ensuite des parcours inattendus. Et donc ça donne du piment, tout ça. Du coup, maintenant je rebondis. On va passer à la deuxième question. Mais avant la deuxième question, je vous refais un peu toutes les poules, quoi, les équipes des poules, etc. Du coup, dans le groupe A, le groupe du Maroc, on a les Comores, le Mali, le Maroc, la Zambie. Groupe B, l'Angola, l'Égypte, Afrique du Sud, Zimbabwe. Groupe C, Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Ouganda. Groupe D, Bénin, Botswana, Congo, Sénégal. Groupe E, Algérie, Burkina, Guinée équatoriale, Soudan. Et pour finir, le groupe F, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Mozambique. Question, quelle est la poule de la mort selon vous? Pour moi, c'est pas la dernière en tout cas pour moi. Ah si, moi si. Ah ouais, tu mettrais pas la dernière? Ouais. Moi je pense qu'elle est surcotée cette poule. Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Mozambique. Ouais. Moi pour moi la vraie poule de la mort c'est Angola, Afrique du Sud, Égypte et Zimbabwe, c'est ça? Ouais, Zimbabwe. Je pense que ça serait entre les deux, mais c'est vrai que pour moi c'est la F. Parce que en fait, j'entends parce que l'Angola, c'est vrai qu'on a toujours tendance à manquer de repères sur l'équipe, mais ils sont souvent là et surtout la dernière. Quart de finaliste et ils avaient fait une super CAN. L'Afrique du Sud, c'est troisième. Et l'Égypte, c'est toujours redoutable et surtout en Afrique du Nord. Et il y a le Zimbabwe qui est en dessous, ça c'est sûr. Mais qui est jamais simple à jouer en CAN. Non, mais moi je pense tout de même. Je me rappelle du Sénégal qui avait gagné à la dernière seconde un premier match de poule contre le Zimbabwe sur un but de Mané, je crois sur un penalty de Mané. C'est très souvent compliqué de les jouer. C'est pas une grande équipe, mais faut toujours se méfier. Moi je pense quand même que la poule Gabon-Cameroun, là c'est. Je vais la rappeler pour nos téléspectateurs. Cameroun,
Gabon, Côte d'Ivoire, Mozambique. Voilà. Moi, Cameroun. je mettrais pas celle-là. Je mettrais la poule D, moi. Bénin, Botswana, Congo, Sénégal. Pourquoi? Je m'explique. Sénégal. Ça se défend. Qui a pour moi le meilleur effectif d'Afrique. Ça, c'est indéniable. Plus complet, limite les postes sont triplés. Ouais. Ensuite, on a le Congo, qui est l'un des plus gros outsiders, mais on va y venir. Ouais. Botswana, qui est une équipe, pour la juger, qui a quand même éliminé le Cap-Vert de cette CAN, donc qui n'est pas négligeable. Voilà. Et le Bénin, qui a fait une belle poule de qualification contre Nigeria, Afrique du Sud. Ils sont dans le coup. Ils sont dans le coup ils sont dans le coup. C'est ça. Donc moi, je mettrais plus la poule D. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça se défend. Les choix se défendent. Mais moi, pourquoi je partirais plus sur Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique, c'est parce qu'il y a le tenant du titre, c'est la Côte d'Ivoire, le Cameroun qui est quand même si c'est une équipe qui fait jamais rien comme les autres et qui fait souvent n'importe quoi dans la préparation, qui a quand même qui est habité en phase finale, qui a une volonté de se transcender. Le Gabon, qui est quand même qui était dans le meilleur deuxième des éliminatoires Coupe du Monde, qui a fait qui a cédé contre le Nigeria, mais qui n'a pas démérité et qui a fait une grande campagne. Fait un entraîneur qui tient bien l'équipe, alors que c'était souvent un peu le Club Med, le Gabon. Là, il tient bien l'équipe, cet entraîneur Mouyouma. Donc attention. Et le Mozambique, qui a été plutôt intéressant dans le jeu à la précédente CAN, même s'ils ne sont pas sortis de la poule, mais qui était pas ridicule et qui était une équipe joueuse, qui était... non, mais de toute façon, c'est le groupe de la mort. Mais moi, j'essaie de prendre le contre-pied parce que, attention, des fois, t'as des fausses poules de la mort. Tu te dis, le Cameroun, finalement, on l'a bien vu sur le sur le barrage. La Côte d'Ivoire, avec l'histoire Pépé, moi, je la sens pas. Et surtout, le back-to-back, le fameux back-to-back, qui est toujours très, très compliqué. Je sens que le groupe, il va être un peu scindé. Mais souvent, dans l'histoire du foot, CAN ou pas CAN, quand tu viens de gagner une grande compétition, souvent, tu sors pas des poules. Souvent, c'est compliqué. Le Ghana avant, mais c'est très rare. Sinon, c'est très rare. Et le Gabon, je trouve qu'ils ont tout donné sur cette qualif. Ils sont arrivés un peu à bout de course. Aubameyang sera pas là sur le premier match. Alors que Afrique du Sud, Angola de Patrice Baumel cette poule, et l'Égypte, je te dis sincèrement, tu me l'as vendu. Tu me l'as vendu. Tu vois, on peut avoir une poule à 3 équipes à 4 points, tu vois. Tu sais, les poules un peu très compliquées où t'as le meilleur troisième qui sort. Moi, je la vois comme ça. Vas-y, tu me l'as vendu. Non, mais moi, je la vois comme ça. C'est bon, c'est cédé, c'est acté. Je suis avec toi. Non, mais tu vois l'idée un peu. Ça se défend, mais moi, je reste quand même sur les classiques, avec le respect des grands, Sénégal, RDC, soit le respect des grands noms, des grandes nations. Après, moi, je trouve qu'il y a une poule dont les bookmakers n'en parlent pas assez. Celle de l'Algérie ? Tunisie, Nigeria. Celle du Maroc. Non, celle de l'Algérie est plus dure que celle du Maroc. Parce que, attention, Burkina Faso, Guinée équatoriale, c'est l'équipe. Guinée équatoriale, nous, on se les tapé à chaque fois, etc. C'est l'Atlético Madrid de l'Afrique. NSUE, tout, etc. Ils en ont quand même mis 3 à la Côte d'Ivoire qui ont gagné la CAN juste derrière. 4, c'est terminé à 4-0. Avec le coup franc, là. Exactement. Autant en deuxième partie de compétition, il s'essouffle, mais par contre, les prendre en poule, c'est l'Atlético Madrid de l'Afrique. Exactement. Très dur à jouer. Guinée équatoriale, Burkina Faso et Soudan, sur le premier match, faut pas se rater. Soudan, exactement. Une équipe très rugueuse. Le Congo les ont affrontés sur la qualification de Coupe du Monde. Avec aussi le Sénégal, ils ont eu du mal à les battre. Ils ont eu du mal à les battre. Tout à fait. Parce que en fait, Mali, Comores, et c'est quoi la dernière ? Zambie. Et Zambie. Attention. Non, mais Mali, Comores, c'est des équipes joueuses. Tu vois ? Et pour moi, le Maroc, ils savent gérer ça, tu vois. Joueuse, mais je trouve que le Comores, c'est beaucoup une équipe qui joue entre Oui, mais ils vont mettre beaucoup de cœur. Ils vont, tu vois, les Comores, ils vont jouer à fond. Alors que, même s'ils vont sûrement être regroupés, mais je trouve que, en fait, c'est peut-être un peu plus naïf que le Burkina, beaucoup d'expérience, et que la Guinée équatoriale qui peuvent tomber dans un match. Ça, c'est un peu comme à Roland Garros, cours numéro 18. C'est le mec qui fait des ronds. C'est le mec qui fait des ronds, etc. T'es sur la bâche, tu dois prendre ton revers. Tu vois, il t'emmène dans un match frustrant où tu veux prendre un rouge. À la 60e, tu prends le rouge, quoi. Tu vois. Le Mali, ils sont sympas, ils sont gentils. Ça joue, ça tricote. Oui, c'est dur. Mais c'est dur. Mais c'est dur. Moi, j'aime beaucoup les Maliens. Kamori Doumbia, Sangaré, c'est un style de joueur que j'adore, mais tu sais très bien que ils vont pas t'emmener dans ce type de match. Et pourquoi pas ? Mais c'est bisounours un petit peu le Mali. Attention, c'était bisounours et ça leur a joué des mauvais tours parce que les matchs
matchs couperés. Là, moi, je croyais en eux sur la dernière CAN, le quart contre la Côte d'Ivoire, Patrick. Et celle d'avant, c'était la Guinée équatoriale aussi, en 8e. Moi, le Mali, moi, j'ai toujours poussé le Mali. Malheureusement, le mental n'était pas là, mais là, ils ont... échec sur échec, avec Tom Saintfiet et avec le fait que plus personne ne les attend, parce que les précédentes CAN, le Mali était attendu, là, c'est plus le cas. Donc peut-être ça peut les aider. Mais on dit ça à chaque fois. En revanche, je pense que les Comores, qui a fait un super parcours pour se qualifier pour cette CAN, mais les éliminatoires se sont terminés il y a un an. Depuis, en Coupe du Monde, l'année 2025 a été très mauvaise pour les Comores. Les résultats ne sont pas bons. Ils ont bien commencé la phase de qualification. Et donc la confiance, je sais pas. C'était avec le Mali. C'était pas évident. Pour la confiance, c'est pas évident. Et la Zambie. Le Maroc avait déjà la Zambie dans son groupe. Troisième match en 2024. Ouais. Bon, c'est plus la Zambie de Renfort Kalaba et Stopila Sunzu, quoi. Ça a quand même baissé. Oui, bien sûr. Je pense quand même que le Maroc sera relativement simple. Ça termine premier pour moi. Moi, je trouve que tu vends la peur pour l'Algérie. Ah non, mais je vends pas la peur. Je trouve que tu vends en plus, c'est des équipes qu'on a souvent rencontrées, Patrick. Burkina Faso et Guinée équatoriale, c'est des mauvais souvenirs. Il y a eu un très bon souvenir avec le but de Majid Bouguera qui nous emmène à la Coupe du Monde, mais sinon, depuis... C'est deux équipes qui ont un historique récent à la CAN. On les joue à chaque fois, moi. Très nettement c'est épouvantable. On veut d'autres équipes, en fait. Et donc, elles arrivent plus en confiance. Et puis moi, l'Algérie, ce qui me fait peur, moi, c'est le sélectionneur. C'est-à-dire que... on sait pas, on navigue à vue. Je pense que si avec l'Algérie, l'effectif de l'Algérie, tu constitues une équipe avec globalement les 11 meilleurs joueurs, tu as une super équipe. Si tu refais du Belmadi bis 7 ans après, là, je suis plus inquiet. Patrick, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que c'est pas Petkovic qui fait les listes? Non, ça, c'est pas le problème. Je pense que c'est Petkovic qui fait la liste, mais je pense que. Il doit être aidé, il doit avoir une oreillette, je pense, sur certains éléments. Non, mais ça reste son boulot. Hein. De toute façon, il a un staff. Je suis pas sûr qu'il aille regarder le Belouizdad ou. C'est-à-dire que si Petkovic avait fait comme ce qu'avait fait Halilodzic à l'époque, c'est-à-dire de se dire bon, bah, j'ai un nouveau pays, je connais pas le championnat, je vais aller voir des matchs et je vais découvrir des joueurs. Il aurait découvert sans doute des joueurs, ou du moins il en aurait testé certains. Déjà, il a enfin pris Boulbina. Donc, oui, mais c'est trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Il y a un an, il était déjà dans les meilleurs buteurs de la Ligue 1 algérienne, et là, à l'époque, il était sous les radars. Donc, il agit sous la pression, mais il agit pas de lui-même. Et pour un sélectionneur, c'est aussi un recruteur. Il doit aller voir les matchs du championnat ou du pays. Comme Vaïd avait fait avec Slimani. Mais voilà. Comme beaucoup ont fait et qui ont eu des réussites, comme Gernot Rohr fait au Bénin et qui va sortir des joueurs du championnat local que les gens connaissaient pas. Ça fait partie du boulot aussi. Ça fait partie du aussi boulot. Des binationaux qui jouent un peu en Ligue 1. Et Petkovic, il se dit de toute façon, j'ai assez de talent comme ça avec l'équipe constituée avant mon arrivée, donc je vais gérer cet effectif. Sauf que les gens vieillissent, sauf qu'il y a une perte de confiance due aux dernières CAN, et donc finalement l'équipe elle est fébrile souvent. Et souvent l'Algérie débloque les situations en fin de match. Quand il fait rentrer des joueurs un peu dribbleurs, un peu saignants, contre des défenses fatiguées, mais souvent c'est poussif pendant une heure. Le jeu est pas dingue du tout. Et il y a un problème derrière aussi. Parce que je suis persuadé que Petkovic, il aimerait bien jouer à 3. Sauf qu'il n'a pas les défenseurs centraux pour. Bon, Mandy revient à un bon niveau là, avec Lille. Et même avec l'Algérie sur les derniers matchs, c'est mieux. Mais à voir si un Chergui qui s'est imposé au PFC peut être. Il n'est pas un certain. Il est. Il va falloir voir son état physique, mais en tout cas, lui, il pourrait peut-être se révéler dans cette Coupe d'Afrique des Nations. T'as Adjam aussi qui fait du bon boulot dans son club et qui a pris une vraie importance. Voilà, Sebagni est plutôt utilisé en défense centrale. Exactement. Donc à voir, mais et puis il y a aussi pour moi, il y a un truc qui est rédhibitoire, c'est le gardien. C'est que pour moi, tu peux pas gagner une CAN avec un gardien. Blessé, comment il s'appelle, Gendouzi. Gendouzi, c'est blessé. Vous avez Lucas Zidane. Il y a Lucas Zidane, il y a Mandrea, alors qu'il avait dit qu'il prenait pas de joueurs de national. Mais il a pas le choix. Et là, il a pas le choix. Il a pas le choix parce que surtout, il a pas scouté le championnat algérien où il y a sûrement des gardiens qui méritaient d'être testés. Et à part Ben Bot, Gendouzi, c'est un joueur plutôt expatrié maintenant.
ce travail. Et quand tu vois les autres gardiens, fait. quand tu vois Edouard Mendy, on en a parlé avec Zach, quand tu prends Bono, quand tu prends. Moi, Fofana est très sous-côté avec la Côte d'Ivoire, Kofi avec. C'est. Ronwen Williams. Ronwen Williams, à un moment donné, pour avancer dans cette compétition, il te faut un gros gardien. Même Noah Bali du Nigeria, qui est parfois fantasque, est meilleur que les gardiens. Ouais, El Shenaoui aussi avec l'Égypte. Voilà, et là, pour moi, tu as quand même un problème. C'est Mpassi et Polo, tout ça, la RDC? Ouais, c'est ça. Polo, Mpassi et Fayoulou qui jouent. C'est ça, ça va. Mpassi, il joue pas en club, mais pour un gardien, c'est moins grave que pour un joueur. Le rythme est moins important. Du coup, pour conclure, parce que là, on s'étale un petit peu, l'Algérie nous fait toujours parler. L'Algérie, c'est normal, parce qu'il y a des beaux joueurs et on est un peu parfois frustré de voir le rendement de cette équipe. Du coup, comme il y a 2 votes, on restera sur la poule B, la poule Angola et ça y est, moi, Walid m'a convaincu. Ça se tient. C'est pas scandaleux. Ça se tient. On va voir. On mise sur toi. Allez, on mise sur toi. On espère. Voilà, on espère. On verra ça. Du coup, 3e question, la question que tous les internautes attendent. Qui sont les favoris? Qui sont les outsiders? À table, tout de suite, c'est parti. Est-ce qu'on donne chacun notre liste et on développe après? On va commencer par Zach. D'accord. Zach. Allez, on va partir sur 3 favoris. 3 favoris, c'est pas forcément les gagnants qu'on voit. Non, c'est selon vous. 3 favoris. Dans les 3, t'en as 2 des 3 déjà qui sont Sénégal et Maroc, qui sont assez évidents et que c'est très difficile de les mettre pas dans ces favoris-là. D'accord. Ensuite, par contre, pour la 3e place, je trouve que c'est plus ouvert en termes de favoris, dans le sens où après derrière, mais je vais te dire, derrière t'as que des sélections qui ont, je trouve pour certains manques par rapport à 2024. Okay. La Civ, j'aime pas la liste. C'est Côte d'Ivoire, la Civ. Exactement, la Civ, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je trouve qu'ils ont de quoi faire un très bon 11, mais je trouve que juste après, derrière, t'as les choix qui ont interrogé, même au-delà de Nicolas Pepe. Tout le monde parle de Nicolas Pepe, mais quand il rappelle Seri qui a commencé à reprendre... Faut surtout pas dire de mal de Jean-Michel Seri devant moi. Merci. Quand il reprend du temps de jeu à Maribor que depuis novembre et qu'il a 80 minutes dans les jambes pour venir faire directement la CAN en n'ayant fait aucune des dernières listes. Quand il prend Vakoun Bayo de l'Udinese, genre qui n'est même pas spécialement titulaire ou alors imposé là-bas tout en laissant Guessant qui certes stade pas beaucoup mais joue régulièrement avec Aston Villa. Guessant qui est réserviste mais oui, qui est pas dans la première ligue. Fofana qui est remplaçant à Rennes et qui est plus le même Seco. Et ainsi de suite, je trouve qu'il y a quand même dans la Côte d'Ivoire dans l'équipe de la Côte d'Ivoire beaucoup d'interrogations. Le Nigeria pareil. Nigeria sans Troustekon, je trouve que ça a perdu. On a parlé justement Olaïna. Terrible absence également, avec en plus derrière la déception qu'ils ont vécue récemment. Et après, derrière, il y a, je trouve, des épouvantails intéressantes. Donc pour le 3e, je te mettrais soit l'Égypte, ou alors, et pour te faire plaisir, la RDC. Merci. La RDC. C'est pas pour me faire plaisir. Il veut revenir, Zach. Ils ont le niveau. La RDC, qui est une équipe qui a fait une vraie bonne CAN la dernière fois, qui a réussi une qualif Coupe du Monde intéressante, même si c'est pas terminé. Ils sont battus avec le Sénégal. Exactement. Qui en plus se font battre au Sénégal au Stade des Martyrs sur un match. On reviendra pas dessus. J'ai pas envie d'en parler. Terrible. Mais par contre... Ils sont bien rattrapés. Mais par contre, je sais pas, regarde, toi en tant que Congolais, c'est plus la RDC qui fout la honte. Non. Moi, j'ai connu la RDC Attention. avec des Congolais qui disaient que ça leur foutait la honte, leur équipe. Alors là, on n'est plus à ce stade-là. Là, on est là tu m'as demandé des outsiders, je les mettrais soit dans le 3e, soit outsider. Moi, je me rappelle avoir vu la RDC en 2010 jouer un match amical à Mantes-la-Ville. Alors, j'ai rien contre Gennevilliers, moi j'ai déjà vu à Saint-Denis. Mais aujourd'hui, avec le standing de cette équipe, on ne jouerait plus sur des stades comme ça. Ah non. Il faudrait qu'on puisse trouver les maillots aussi dans les magasins maintenant. Ce serait bien. Parce que ce serait bien. Ouais, pour moi, ça c'est un message à adresser à la FECOFA. Moi, j'ai un message pour la FECOFA. Mettez les maillots en vente, je sais pas. Ils sont bons, ces maillots. Ouais, c'est très grave. Il y a une grosse diaspora. Je crois qu'il y a un partenariat peut-être avec une marque qu'on pourra pas citer, mais peut-être que je crois que. T'as des infos ? Non. Non, j'ai pas d'infos. Jamais d'infos. Alors, moi, je suis d'accord avec Zach. Par contre, sur les favoris, pour moi, tu mettrais les mêmes ? Maroc, Sénégal, comme lui, et l'Égypte en 3. Et moi, je vois l'Égypte gagner la compétition. Tu vois l'Égypte gagner la compétition. Ouais. Parce que pour moi, favori et gagner la compétition, c'est différent. Tu vois, par exemple, en 2022, la France est favori, mais je vois l'Argentine. Tu vois, en fait, c'est deux choses pour moi, c'est deux choses pour moi différentes. Parce que les favoris ne gagnent pas tout le temps la compétition. Et surtout qu'il y a un pôle toujours de 2-3 favoris. Mais le Maroc, c'est indéniable par rapport au travail qu'ils ont fait.
Et je leur souhaite de gagner cette CAN parce que vu les investissements, vu en plus, même t'as l'impression que en fait le Maroc sur le continent africain, même au baby-foot en fait en ce moment ils ont tout pris. Ils prennent tout, sauf la A, tu vois, et donc là c'est le bon moment, même si attention c'est pas non plus une fin en soi. Si demain ça fait finale, demi-finale, il y aura un processus qui continuera avec une nouvelle génération, mais t'as vraiment l'impression que le Maroc c'est le bon moment. Mais le gros problème du Maroc, c'est qu'il y a qu'une demi-finale depuis 2004, la dernière demi-finale c'est la finale contre la Tunisie. Donc, sur le continent africain, voilà, ils doivent faire basculer leur histoire sur ce moment-là. C'est pas sur le continent africain, là, c'est au Maroc. Exactement, c'est encore plus au Maroc. Mais ils sont favoris par rapport... Moi, j'ai juste un doute offensivement, parce que Igaman réserviste, parce que, pour moi, Brahim Diaz, j'ai du mal à y croire. Dans les conditions où il va se taper des doubles pivots nigérians, sénégalais, maliens, je demande quand même à voir. Là, t'es pas à Leganés, t'es pas contre Leganés ou contre Alaves. Et tu es en train de dire qu'en fait, Regragui est obligé d'aligner Brahim Diaz. Non, pas obligé, mais en tout cas, pas obligé, mais je trouve que bon, il y a eu des problèmes, que ce soit extrasportifs ou même en termes de dynamique de club. Mais tu vois. J'ai l'impression que c'était la dernière CAN de Ziyech et Bouffal, tu vois. Il devait arriver, tu sais, un peu avec l'expérience, etc. Et là, maintenant, il devait la gagner. Et là, je trouve qu'il y a un peu de nouveau devant. Ben Seguir en grande difficulté au Bayer Leverkusen. Là, Brahim Diaz, ça va être une inconnue. Et je sais pas si devant, tu vois, ça va pas être un peu frêle, tu vois. Malgré tout, les solutions existent. Ah oui, alors moi, il y en a quand même deux que je trouve importants. Est-ce que politiquement, vu les efforts qu'a fait le Maroc pour attirer Brahim Diaz, vu la manière dont il a été lancé avec succès dès le début, en marquant des buts, en faisant des stats tout de suite, en performant. Il était très bon au début. Oui. Maintenant, il subit un peu un contre-coup et en club, avec le Real, son temps de jeu est très limité. Et il n'est pas fou quand il joue. Ouais. Et voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, si vraiment, je m'interroge s'il peut l'enlever en fait, moi. Est-ce que politiquement, il a des solutions. Il a derrière des gens. Oui, c'est intéressant. Par exemple, bien sûr. Qui joue soit dans les trois du milieu, soit à côté droit. Ouais. Il peut très bien le faire. Ouais, tu peux mettre aussi El Khanous. Il est en super forme, il fait sa meilleure saison en club là, donc c'est une possibilité. Moi, j'allais dire. Voilà, moi, je m'interroge sur aussi, est-ce que les choix sont toujours libres quand il y a eu tellement de pression mise sur un joueur. Je vois ce que tu veux dire. Mais je n'ai pas la réponse. Moi, je pense que de base, Brahim Diaz va jouer. C'est sûr et certain. Il va commencer titulaire au moins au début, de quoi voir. Parce qu'il faut quand même se dire, moi, il y a un truc auquel je crois, par contre, et je trouve que ça se vérifie sur pas mal des derniers tournois qu'on a vus, c'est que je trouve que les dynamiques des équipes comptent également beaucoup après derrière sur ce qu'elles vont être capables de produire dans le tournoi. Donc quand tu regardes les dynamiques, l'Italie en 2021, quand ils arrivent à l'Euro, ils sont sur une super dynamique. En 2022, l'Argentine est sur une super dynamique. En 2024, l'Espagne est sur une super dynamique. Je trouve que ce truc de dynamique avant tournoi compte souvent. Et le Maroc, il y a des contre-exemples. Tu vois, l'Algérie, ça les avait tués. Je suis d'accord. Il y a toujours. En fait, c'est pas une mathématique. C'est pas plus à égal 2, c'est du football. Mais je trouve que c'est un truc qui compte et c'est ce qui me donne aussi envie d'y croire. C'est que le Maroc a une bonne dynamique. T'es sur une série de matchs sans défaite qui est quand même assez longue. Et même si 100% des matchs ne sont pas hyper convaincants, on va pas se mentir, t'as globalement une espèce de réussite footballistique globale à tous les étages du Maroc qui se construit depuis 2020. Et puis t'as surtout dans les résultats, c'est assez exceptionnel. Oui. Alors, mais moi j'ai pas de doute sur le côté. Ils n'ont pas affronté grand monde, mais les matchs, même contre des équipes dites moyennes, il faut les gagner. Le côté structure du Maroc, on est tous d'accord, c'est exceptionnel, c'est du niveau européen, c'est même au-dessus des nations européennes. De certaines nations européennes. Mais maintenant, moi, je vais mettre face cam. Je vais vous regarder aussi. J'ai peur pour le Maroc. Pourquoi j'ai peur ? Parce que je trouve que la pression qu'on met sur cette équipe, elle est démesurée. Trop grosse. Mais elle est bien sûr. Et ça en tant que Marocain, c'est ma première peur. Et j'entends des spécialistes dire que si le Maroc ne va pas en finale ou si le Maroc va en finale et perd, c'est un échec, mais jamais de la vie. Non, pour moi, là, c'est exact. Après, ils sont attendus quand même. Ils sont attendus à l'accueil du Carrefour de Drancy. Ils sont attendus quand même. Le Maroc, pour moi, c'est l'équipe, le pays organisateur le plus attendu de l'histoire de la CAN pour deux raisons. Parce que jamais une équipe africaine, jusqu'à présent, n'était allée en demi-finale d'une Coupe du Monde et le Maroc l'a fait. Donc, ça les place dans une galaxie d'office. Où ils sont seuls. Bien sûr. Et donc, la pression va avec. Et deuxièmement, c'est la première CAN à 24 organisée avec un tel déploiement
disons, d'infrastructure et de qualité d'organisation. Et là aussi, ça met de la pression, mine de rien, sur l'équipe qui est un peu la vitrine du pays. Et à ce que disait ça tout à l'heure aussi, sur le côté politique. Ils le savent. Politiquement, tu dois l'apprendre, tu dois au moins faire une très bonne figure en allant loin et en ne sortant pas dans des conditions où, vas-y, t'as foutu la honte. Mais aller loin, chef. Final. Écoute-moi, je vais te le dire. Vas-y, c'est simple. 2004, tu fais finale. Okay. Après, derrière, tu fais pendant presque 10 ans que des premiers tours, ou alors en 2010, quasiment, tu te qualifies pas. En 2015, t'es disqualifié. Là, depuis 2017, t'es que entre des huitièmes et des quarts à chaque fois. Des huitièmes où tu sors de manière pas forcément infâme comme en 2017, ou alors tu peux sortir de manière très honteuse comme face au Bénin, ou alors de manière frustrante contre l'Égypte, ou alors de manière très frustrante contre l'Afrique du Sud, comme vient de le dire Walid. Donc du coup, globalement, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup de pression. Mais par contre, tu vois, je trouve qu'il y a ce mix dans ce 11 et même dans ce groupe global entre des mecs établis et aussi des jeunes qui ont les jambes de feu. Et c'est pour ça que quand, par exemple, Walid a mentionné Attaque, c'est vrai que tu as l'inconnu Brahim Diaz. Est-ce que ça peut causer un malaise ? Oui, totalement, s'il ne performe pas. Par contre, Shamseddine Talbi, Ezal Zouli, alors lui, un peu moins cette année, mais à Cromache et tout, tu vois. Genre, oui, non, mais de toute façon, t'as des jambes, t'as une Ferrari, t'as des jambes, t'as du talent, tu vois. Des cartouches de rechange, comme on dit. Et surtout, Abdé, tu le regardes encore face au Barça il y a 2 semaines, son équipe, elle perd 4-1. Par contre, lui, sur son côté, c'est le feu. Shamseddine Talbi. Et surtout au milieu de terrain aussi, t'as une équipe qui a été renforcée. El Ainaoui. En plus, ils sont tous en forme en ce moment. Unai avec Girona. Unai avec Girona, il est revenu à un très bon niveau. Et à chaque fois qu'il est avec le Maroc, il est toujours. C'est pour moi, c'est le cerveau de l'équipe. Saïbari, c'est bon aussi. Amrabat. Ils font de très bonnes saisons. El Ainaoui. Et c'est vrai, je pense que Regragui, à la dernière CAN en Côte d'Ivoire, il avait repris globalement à 95% le groupe Coupe du Monde. Des joueurs étaient dans des états de forme assez disparats. Certains étaient fatigués ou avaient 0 temps de jeu comme Amrabat à l'époque. Donc ça s'était moins bien passé. Je pense qu'il a su ouvrir le groupe, un peu aérer tout ça et faire vivre les choses. Certains en sont sortis, d'autres sont rentrés, certains sont revenus. Et je pense que là, il a le bon équilibre en fait entre nouveauté et expérience. Après, il y a l'équation derrière le retour de Romain Saïs. Tu as aussi Aguerd depuis sa pubalgie, c'est plus le même avec l'OM. Hakimi la question d'Hakimi. Et puis, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup et je pense qu'il va récupérer du temps de jeu au fur et à mesure de la compétition, c'est Aïd Boudlal de Rennes, qui peut te faire passer dans une défense à 3 et sur certains matchs. Et tu penses qu'il aura du temps de jeu ? J'espère. Et moi, je pense que c'est un joueur véritablement moderne, qui est capable de contourner le pressing, qui est capable de gérer la profondeur, de permettre à Hakimi de jouer un peu plus haut. Et moi, je pense que ça va être l'une des grosses révélations du côté du Maroc. Et s'il l'a pris, Regragui, c'est pas pour rien. Et Yacine Bounou est toujours impérial. Donc je te jure que pour le coup, moi, l'axe gardien, défense, milieu, je le trouve bien. C'est quelle forme 9, tu trouves à l'attaque. Tu vois, parce que Nesri, t'as pas. Le 9, en fait, c'est simple. T'as toujours ce débat. Avec El Nesri. El Kaabi. T'as El Nesri, où tu te poses toujours la question. Il est capable de te mettre 5-6 buts sur cette canne. Hein. Ouais, mais la dernière, il avait été catastrophique. Il doit se racheter. Ça avait été très dur. Tu vas pas racheter les tickets à chaque fois éternellement quand même. Il avait pas été mal au Cameroun, mais la dernière, c'était pas bon. Ou alors t'as El Kaabi qui est genre buteur à la mort avec l'Olympiakos, tu vois, mais qui parfois avec le Maroc. Est-ce que Igaman va parvenir au fur et à mesure de la compète? L'avantage d'Igaman, en fait, c'est que pour moi, c'est un attaquant plus connecté au reste de l'équipe que les deux autres qui sont des purs neufs. Et puis il a un pouvoir balle au pied dans ce qu'il peut faire. Le classique. Igaman, c'est un joueur qui peut jouer presque en milieu offensif. Au petit jeu. Qui peut aller au niveau des milieux. Se retourner, mettre de la vitesse. C'est son but contre le Havre. Voilà. Et qui est en même temps, bon, lui aussi, un bon joueur de tête, assez physique en même temps, mais il est plus complet, Igaman. Par contre, il a beaucoup moins d'expérience. Et t'as pas tort. Avec Igaman, on ne sait pas comment il va se comporter sur un grand tournoi. C'est son premier au niveau senior avec une équipe nationale. Donc surtout, il est réserviste pour ça. Voilà, il est réserviste. Donc, je suis dans ma canne là depuis tout à l'heure. J'ai envie que le premier match. Envoyez-moi le premier match. C'est dimanche. T'as encore un peu de temps. L'énergie que vous mettez, elle me fait tellement plaisir. C'est parce que j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter, mais. T'as ton conducteur, c'est normal. Les gens qui conduisent des Ferrari, faut pas qu'on déraille. Des Clio 2, voilà, il y a un conducteur. Attention, très sous-côté la Clio 2. Oui, elle nous a servi. C'est d'accord, Du coup, voilà, je reviens un peu sur tes favoris. Du coup, ça c'est Côte d'Ivoire. Non, je dis Sénégal, Maroc et Égypte. Et lui, il a dit qu'il pensait que l'Égypte gagnait. Pour moi, l'Égypte la gagne. Pour moi, l'Égypte la gagne. Alors moi, Maroc-Sénégal, comme tout le monde, je pense que là, il n'y a pas vraiment débat. Et alors, le troisième, je voulais dire l'Égypte comme Walid, mais je vais quand même pas répéter. Donc, je vais plutôt donner
Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais vous donner le Nigeria. Parce que... Quand même. Ils sont revanchards, tu penses ? Parce qu'en fait, je pense que là, ils ont introduit ces dernières heures un recours complètement ridicule contre la RDC. On le mettra, sur les règles de naturalisation des joueurs. Bon, ça n'a aucune chance d'aboutir, mais ils veulent faire du... Mais je pense que les joueurs type Osimhen et tout ça, ils sont tellement frustrés d'avoir raté ce barrage contre la RDC où ils menaient. Bien sûr, 1-0. Très vite. Ils ont une énorme balle de 2-0. Pendant 20 minutes, ils sont largement devant. Ils ont une énorme balle de 2-0. S'ils marquent, je pense que c'est compliqué pour les Léopards. Et finalement... Et t'as la sortie d'Osimhen à la mi-temps. Après, aussi, t'as un penalty qui n'a pas été sifflé pour le Congo. Donc, avec c'est bon, vous avez gagné. Vous avez gagné. Et je pense que ça nourrit une frustration parce que depuis Eric Schell, mine de rien, depuis donc janvier 2025, depuis le début de l'année, les résultats sont meilleurs pour le Nigeria. Et c'est une équipe qui peut, en phase finale, monter en puissance de manière insoupçonnée, alors que là, effectivement, les contenus des matchs récemment sont pas géniaux. Donc, pour ne pas répéter l'Égypte, qui était mon choix premier, je vais donner le Nigeria. Après, la RDC, évidemment, je suis d'accord, c'est très cohérent. C'est un épouvantail. Il y a une dynamique. Maintenant, moi, j'ai un petit doute sur le banc, sur la profondeur de l'effectif. Moi, j'ai peur de la RDC, tu sais pourquoi ? Parce que je pense que vous avez la tête à Guadalajara. Oui, et que pour moi, ça, tu peux pas te foutre la honte. C'est le rendez-vous. Où, en gros, si t'as fait tout ça pour te faire sortir par la Jamaïque ou par la Nouvelle-Calédonie, c'est pas possible. Et donc, ça serait grave. Et moi, je pense que ils vont être conditionnés un peu comme l'Algérie avec le barrage du Cameroun où Belmadi il avait uniquement le Qatar et ils ont une poule qui est pas facile. Premier match contre le Bénin, derrière tu joues le Sénégal. Si tu gagnes pas contre le Bénin, tu peux te retrouver dans la merde et derrière avoir un tableau qui est pas facile pour les huitièmes. Donc moi je me dis, et puis attention, là les deux matchs là contre le Nigeria et le Cameroun, ils ont puisé les mecs en termes d'énergie, etc. Donc petit bémol, le Bénin a énormément de suspendus pour le premier match. D'accord. Dont Mounier, donc ça risque de faciliter la tâche de la RDC. Tu nous régales, Patrick, toujours ces petites infos. Tu me l'apprends. Mais le petit détail. La RDC, moi, c'est plus sur le banc, sur le fond. Donc j'ai aucun doute pour la RDC. Avec ce qu'il vient de dire, j'ai aucun doute sur la RDC. Ils vont la reporter. Mais voilà, la RDC, pour moi, l'objectif, ça doit être de faire mieux. C'est-à-dire, ils étaient 4e, il faut monter sur une marche de plus, voire davantage, en fait. Et De Sabre, lui, c'est quelqu'un de méthodique, de sérieux. Voilà. Après, pour moi, il n'a pas la réserve de talent qu'a le Sénégal ou qu'a le Maroc. Si on prend le banc du Sénégal ou le banc du Maroc, c'est au-dessus du banc de la RDC. Non, voilà. Sur ça, on est tous d'accord. Moi, il y a une équipe outsider, on n'en a pas parlé, mais c'est les Tunisiens. La Tunisie. La Tunisie. Les outsiders, il faut quand même que je donne mes favoris. Quand même. L'autre de la maison, on sait déjà. De faire. Il y en a un qu'on a deviné. Tu penses ? Oui. Je vais vous surprendre. Un maillot rouge et bleu. Non, plus sérieusement, le Maroc, évidemment, parce qu'ils sont à domicile et qu'ils ont un effectif hors norme, demi-finaliste de Coupe du Monde. Ne pas mettre le Maroc, ça serait de la malhonnêteté intellectuelle. Ensuite, je mettrai le Sénégal. Voilà, l'effectif pléthorique, des top joueurs. Et en troisième, je mettrai la Tunisie. Pourquoi ? Parce que les Tunisiens... Mais tu peux pas les mettre favoris. Non, mais je rigolais, c'est une vanne. Ah d'accord, ok. Non, plus sérieusement, je mettrai le Congo. Et je suis pas chauvin. La RD Congo, pourquoi ? Le Congo, faut pas le mettre. Sur un travail depuis que Des Sabres est là, où on fait que de progresser. Dernière CAN, on finit demi-finaliste. Bon, à bout de souffle contre la Côte d'Ivoire qui nous ont battus plutôt facilement. Là, je trouve qu'aussi sur la qualification de Coupe du Monde, voilà, on allait chercher les Sénégal, on les a regardés droit dans les yeux et qu'on aura aussi appris de cette défaite qu'on a eu 3-2 chez nous. Et donc, on va arriver armé mentalement. Oui, et puis vous l'avez bien surmonté, en fait. C'est ça. Et je trouve que aussi sur le après qualification Coupe du Monde, barrage, zone Afrique, on bat le Cameroun, on bat le Nigeria en ayant un football très attrayant. Pour moi, c'est tout droit. La CAN, pour moi, c'est tout droit. Vous la remportez ? Pour moi, c'est tout droit. Ah ouais. Peut-être que j'abuse. Ok. Mais pour moi, c'est tout droit. D'accord. Voilà. Ça se défend. J'ai du mal à le voir. J'ai quand même un peu, pour moi, en termes d'effectifs, même si De Sabre a fait des progrès, qu'il y a des binationaux intéressants qui sont arrivés, ça reste quand même un peu en dessous. Et en termes d'expérience aussi. De toute façon, aujourd'hui, Patrick, si on nous dit qu'il y a 8 équipes qui peuvent la remporter, on n'est pas surpris. Hein. Moi, si tu me dis, on les a cités, mais si tu me dis la RDC, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, même le Cameroun dans un tournoi complètement fou. Moi, j'imagine pas. Non, t'imagines pas, toi le Cameroun, c'est simple. Je trouve qu'ils ont eu. Moi, je trouve
qu'ils ont une liste et un effectif et puis ils ont trop tellement descendu en oui, qualité. mais tu te rappelles de 2017, ils avaient essuyé 15 refus. Je sais, mais je trouvais 15 refus. C'était possible. Je me rappelle de Arnaud Zoom, pourtant quel can il avait fait. Avec Basso Gog, Mukonjo capitaine, ils avaient réussi à gagner la CAN. Aboubakar qui était remplaçant. Mais leur qualif Coupe du Monde est vraiment honteuse. En 2024 aussi, ils sont pas au niveau. Genre Cameroun, je vois pas quelque chose qui me fait dire qu'ils vont faire mieux qu'il y a 2 ans. Moi, je vais donner beaucoup d'espoir aux équipes d'Afrique du Nord. C'est que les 3 dernières CAN organisées en Afrique du Nord, 2004 en Tunisie, c'est la Tunisie qui a gagné. 2006 en Égypte, c'est l'Égypte. Et 2019 encore en Égypte, c'est l'Algérie. Ce qui veut dire que les équipes d'Afrique du Nord performent en Afrique du Nord. Donc là, c'est au Maroc. Donc c'est l'Égypte. Je pense que ça donne du baume au cœur aux Marocains, mais aussi effectivement aux Égyptiens, mais aussi aux Algériens, mais aussi aux Tunisiens que tu mets en outsider. Non, mais je te suis là-dessus. La Tunisie, attention, personne n'en parle, mais ils ont pris 0 but en éliminatoire. Je les ai vus contre le Brésil. Ils ont fait un très bon match, une très bonne première mi-temps. Il a dit c'était plus difficile une très bonne première mi-temps. que jouer le Sénégal. Alors encore une fois, c'est les Italiens d'Afrique. On sait très bien, défense à 5, Valéry, Abdi en piston, défense à 3, Talbi, Brown. 5-4-1. Devant, ils ont une éclaircie ou deux là. T'as Ismaël Garbi qui peut faire des bonnes choses, mais ils ont Achouri qui était à Copenhague, non qui est toujours à Copenhague. Milieu de terrain, Skiri qui est là régulateur. Ils vont faire chier beaucoup de monde. Manque par contre. Ouais, c'est vrai. C'est une grosse perte. Mais les supporters seront là. La belle trouvaille, c'est Mastouri en fait, qui est un attaquant qui a une carrière un peu bizarre. Qui a fait le Globetrotter et qui est sur le tard l'année dernière a été meilleur buteur du championnat de Tunisie avec un gros total, genre 2e meilleur buteur ex aequo, enfin un but. Merci Patrick. Et c'est un joueur qui est pas mal, une sorte de Olivier Giroud tunisien. Il fait la planche un peu. Une planche comme ça, et que c'est lui qui marque contre le Brésil lors de cette amicale à Lille. Et c'est une belle trouvaille en fait, parce qu'il manquait un attaquant digne de ce nom. Et puis il y aura un engouement de dingue aussi autour, vu la proximité. Attention. Oui, moi je vais te dire un truc, on a parlé de une équipe compacte, pas facile. De toute façon là, on va bientôt terminer. Voilà, désolé. On a parlé de beaucoup. Il nous reste quoi, allez, 5 minutes. On va tous sortir un outsider chacun. Non, même pas un outsider vite fait. Ah non, tu veux pas? Genre vite fait, parce que gros, on a l'éléphant dans la pièce. On n'a pas parlé du Sénégal. Oui, c'est vrai. Genre, on va passer 1 heure à parler sans parler du Sénégal. Genre, on les a vite fait évoquer favoris. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus que c'est la meilleure équipe d'Afrique sur le papier? Moi, je trouve que c'est l'une des, voire peut-être la plus grosse liste qu'une équipe africaine n'ait jamais alignée. À la Côte d'Ivoire, quand même. Genre, la liste du Côte d'Ivoire Sénégal des années 2000. Oui, parce qu'il paraît dans l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que ces listes des années 2000, quand tu les regardais dans le détail, c'était des grosses stars et très vite un joueur de Ligue 2 ici, un joueur national là, un joueur de Croatie, tu vois. Vite, ça pouvait brinque-baller un petit peu, entre guillemets. Le Sénégal... Tu parles en densité, toi. Voilà. En densité, déjà, c'est simple. Le Sénégal, ce que je disais tout à l'heure, ils ont 3 gardiens. Les 3 sont titulaires dans un top 5. Moridio, Edouard Mendy l'était. Et du coup, Moridio et Yehvan Diouf en Ligue 1. Tu regardes leur défense, tu regardes leur milieu, tu regardes leur attaque. Je pète ma tête. Je trouve qu'ils ont... La densité, elle est... Tu peux avoir 3-4 absents, ça va rouler. La densité, je la trouve dingue, tu vois. Genre, vraiment, la liste du Sénégal, moi, je la trouve terrifiante. C'est que, oui, moi, c'est effrayant. Il n'y a aucun souci là-dessus. La multitude de profils en plus. Genre, ils gagnent en smashant tout le monde. Je suis pas étonné. Oui, bien sûr. Et puis surtout, ils subissent pas du tout le relatif déclin de Sadio Mané. Après, attention, je demande à voir, moi. C'est ça. Moi, je demande à voir sur une compète la gestion de Sadio Mané, je la demande à voir. Mais l'Algérie, par exemple, elle paye en partie le déclin de Mahrez. Après, attention, là, il revient bien Mané, mais il y a eu un gros trou en Arabie Saoudite, et même la dernière CAN qu'il a fait, plus ça a avancé. Il a dessus. Exactement. Donc là-dessus, à voir. Là, il revient bien dans le quatuor. Surtout parce que si tu ressentes Mané, moi, j'aimerais bien quand même que cette équipe, elle donne les clés à Iliman Ndiaye, qui est en feu complet avec Everton, et qui, je pense, il a fait même le match contre la RDC. Si le Sénégal revient, c'est parce qu'il prend le match sur ses épaules et il fait des choses incroyables. Moi, ce que je veux dire, c'est que Thio, l'intérimaire, qui n'est plus intérimaire, a fait des belles choses, mais comment il va se comporter face à cet effectif? Parce qu'attention, oui, la liste elle est effrayante, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont venus aussi au Sénégal parce qu'ils veulent jouer.
Amama Doussar, Ibrahim Baye, Nicolas Jackson. Est-ce que tu vas faire les bons choix? Est-ce qu'il n'y aura pas des égos, notamment sur le plan offensif? Moi, sur ça, je demande à voir. Maintenant, Zach, il a tout à fait raison. Si aujourd'hui, tu me dis le Sénégal, ils ont frappé tout le monde, je te dis, bah ok, bonjour, au revoir, bonjour. On est tous d'accord. Mais bon, une liste ne fait pas gagner une compète. Je suis d'accord. Tu vois, on se rappelle des Pays-Bas à l'époque, de toutes les listes qui nous traumatisaient. Exactement, tu vois, il faut bien mettre ça en place et puis eux aussi sont attendus. Le grand Ghana des siens n'a jamais gagné une compète, alors qu'à l'époque, ils avaient des listes aussi. La Côte d'Ivoire de Drogba. Donc, elle a gagné sans Drogba en 2015. Bien sûr. Mais avec une équipe moins bonne. C'était déjà une équipe en transition générationnelle. La grande équipe avec vraiment toutes les stars de l'académie, de Jean-Marc Guillaume, elle n'a pas gagné. Mais c'est pas la même équipe. Il y avait Bonny, derrière il y avait Canon, Gradel. C'était plus la même équipe. Exactement. C'était déjà une équipe Eric nouvelle Bailly, qui apparaissait en fait. Eric Bailly qui venait d'arriver. Parce qu'en fait, en 2014, effectivement, la Côte d'Ivoire avait plus vraiment de défense au niveau, et c'est ensuite qu'Hervé Renard a trouvé Bailly et Wilfried Canon, et que là, c'est redevenu un petit coffre-fort, quoi. Donc, en terminant rapidement, parce que on est vraiment pressé par le temps. On est très bavard. Merci Zach pour ton intervention. Désolé, mais je pouvais pas. Mais Sénégalais, t'as bien raison. Non, c'est vrai. Mettons le respect sur les Gandés. Voilà. C'est grâce à Moussa Niakate que tu très rapidement, mon gars, que chacun me cite un outsider. Très rapidement. Moi, je te dis la Tunisie. La Tunisie, ouais. Tunisie. Patrick. Burkina Faso. Ok. Zach. L'Angola. Angola. Ouais. Parce que j'ai refait vite fait le boulot d'aller checker les listes avant. Et c'est pas mal. Elle est vraiment plus solide que ce que même je me l'imaginais. Ils avaient fait une grosse canne. Au fur et à mesure que je l'ai regardé, je me suis dit, oh là là, avec Patrice Baumel. Par contre, dans le groupe, moi, c'est l'Afrique du Sud qu'il va falloir. On n'a pas parlé, mais de toute façon, il faut faire attention à tout le monde. C'est ça. En fait, c'est la canne de l'attention. L'attention. Non, mais l'attention, la vraie tension et attention. Et l'attention. Exactement. Moi, pour finir, je mettrais l'Algérie. Je mettrais l'Algérie parce que je pense qu'ils vont vouloir, sur les terres marocaines, prendre cette canne. Tu sais que si l'Algérie est première et que la RDC est deuxième, on peut se rencontrer. Il y a la RDC Algérie qui peut s'envoyer sévère. On se donne rendez-vous en 8e. Ouais, on se donne rendez-vous. T'es content de finir deuxième, toi, dans ta poule? Ça serait une extraordinaire nouvelle pour l'Algérie d'enfin passer un premier tour. C'est vrai. On aura eu une compétition réussie déjà. Ah ouais. Déplorable. T'es dur, Patrick. Il faut un minimum 4. Pas dur, je suis dur mais juste. Exactement. T'as bien raison. Et la cive, attention, parce que la cive, comme j'ai dit, dès que tu commences à aller. Je m'y fais pas. J'aime trop dire la Côte d'Ivoire. La cive, la bonne vieille. Ça me va, la cive. Mais quand tu regardes en dehors de leur 11, je trouve que ça tire un peu la gueule, mais le 11 aligné est solide et Franck Kessié est très fort. Oui, et puis ils ont trouvé surtout une défense autour d'Ndika qui est redoutable, qui était la meilleure. Alors bon, ils ont joué 2 fois les Seychelles, donc on va dire, même sur les 8 autres matchs, ils ont pris 0 but, quoi. Donc ça, c'est costaud. Bon, messieurs. Je vous remercie. Merci à toi. Et longue vie à ce podcast. Ah oui, c'est vraiment une très très belle émission. Il faut saluer un média 100% Afrique, ça manque. Le coup d'envoi du football africain. Afrique Media, votre média de foot et pas n'importe lequel, de foot 100% africain. Suivez ce débat sur tous nos réseaux sociaux et à très vite. On se rejoint au Maroc. Ciao.